Et nous attendons la suite. J'appelle maintenant le professeur Dominique Monet sur chirurgie micro-invasive de la cataracte, apport et dernières avancées de la émulsification. Pardon. Je ne suis qu'orthopédiste. Alors, Dominique Monet est vice-président de la Saphir. C'est un fin connaisseur de la phacoémulsification et il est professeur agrégé à l'hôpital Cochin à Paris. Dominique. Merci Jean-Pierre pour ton invitation et cette introduction. Monsieur le Président, chers membres de cette société, chers collègues, je suis très honoré de partager avec vous mon expérience dans cette chirurgie qui est mon domaine d'hyperspécialité. Et pour faire le lien avec les différentes présentations qui ont eu lieu, je voudrais vous faire part de cette anecdote. Quand j'ai commencé la chirurgie, fin des années 90, mon patron m'a dit « Tu sais, la cataracte, n'investis pas trop dedans en temps et en énergie, ni en pratique, parce qu'avant ma retraite, ça sera une chirurgie robotisée. » Et on a fait un pari. Et l'âge de la retraite de mon patron arrive, puisque ça va être dans 2-3 ans. Donc, je suis en passe de gagner mon pari et je suis assez satisfait quand même. Et vous allez voir le lien avec cette présentation, c'est que les progrès de cette phacoémulsification sont tels que la marge d'amélioration par la robotique est extrêmement mince. Première chose. Et que comme l'a fait part tout à l'heure notre éminent collègue, M. Benamou, la robotique sans intelligence artificielle, finalement, ça ne donne pas grand-chose. Et on voit là quelque chose d'exponentiel en ce moment arriver en couplant les deux. Donc, peut-être que je vais perdre mon pari quand même. Pour revenir quand même et dire un mot de l'histoire de la chirurgie de la cataracte, pour vous dire que c'est la plus vieille intervention connue de chirurgie, mes chers collègues, puisque dans certains textes, et plutôt certaines pierres, l'intervention remonte à plus de 4000 ans. Et c'est quelque chose qui apparaît comme un miracle, puisque après cette intervention, les aveugles revoient. Les progrès ont été extrêmement longs, puisque jusqu'au Moyen-Âge, on pratique toujours le fameux abaissement du cristallin, dont vous avez une représentation ici, qui consiste à introduire une aiguille à travers le globe, et puis, après quelques mouvements, faire tomber finalement le cristallin dans la cavité vitréenne. Et ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle, à ce chirurgien auquel je voudrais rendre hommage, Jacques Daviel, ophtalmologiste bien connu, chirurgien de Louis XV, qui, sous cette même égide de l'Académie nationale de chirurgie, présentait sa technique moderne, qui constitue toujours dans son principe la même chose que nous réalisons aujourd'hui par l'extraction du cristallin. Il s'agissait d'une séance du 15 novembre 1752. Alors, si on continue à progresser, ce dont je vais vous parler plus précisément cet après-midi, la phacoémulsification, son initiateur, son inventeur, il s'agit de Charles Kellman, un ophtalmologiste new-yorkais qui, encore une fois, pour la petite histoire, avait gagné une bourse, un grant, comme ils disent là-bas, dont on lui demandait d'améliorer la technique de chirurgie de la cataracte. Et ce grant avait un délai, il devait rendre sa copie et il n'avait finalement pas amélioré grand-chose. Et puis, désespéré, il va presque au bord, encore une fois, de la date où il devait rendre tout ça, son amélioration. Il va chez son dentiste et lorsqu'il bénéficie d'un soin, d'un simple détartrage avec une sonde à ultrasons, se dit « mais bien sûr, voilà l'instrument qu'il nous faut pour extraire le cristallin de l'œil » et voilà où tout a commencé. Il recevra plus tard une grande distinction puisque par le président Bush, il va recevoir la médaille nationale de technologie. Alors, pour revenir aux contraintes de la chirurgie intraoculaire, lorsque on rentre un instrument pour extraire le cristallin, nous sommes contraints par deux choses. La protection de la cornée, et notamment de son endothélium, où résident les fameuses cellules qui vont rendre et qui conservent la transparence de l'organe. Et puis, plus postérieure, la capsule du cristallin qu'on doit absolument préserver, c'est-à-dire l'enveloppe qui va nous servir finalement à recevoir le fameux implant intraoculaire. Et donc, ni trop près de la cornée, ni trop près de la capsule. Voilà un petit peu les contraintes. Donc, évidemment, comme toute intervention chirurgicale, la phacoémulsification va entraîner un traumatisme de l'organe. Il est lié évidemment à la durée de l'intervention. On a cessé de le raccourcir. Je vous rappelle que les premières phacoémulsifications, dans le rapport de Kellman, duraient 4 heures. Et nous sommes plutôt aux alentours du quart d'heure, et même pour les bons chirurgiens, aux alentours de 10 minutes. Il dépend évidemment de l'énergie délivrée par cette fameuse machine de phacoémulsification qui va délivrer des ultrasons. Ces ultrasons servent au retrait du cristallin, mais sont malheureusement délétères
notamment pour les structures cornéennes. Et puis évidemment, comme dans beaucoup de chirurgies, on a essayé de réduire la taille de nos incisions au maximum, ainsi que de travailler sur l'architecture. Je vous en dirai un mot, même si ce n'est pas l'objet absolument de l'exposé de cet après-midi. Donc, on lutte en post-opératoire contre l'inflammation induite par notre chirurgie et nos patients, encore à l'heure actuelle, doivent bénéficier d'un traitement d'environ 3 semaines, 1 mois de collyre anti-inflammatoire pour passer ce cap. Et puis, on examine la transparence de la cornée le lendemain de l'intervention pour être sûr qu'on n'a pas trop été délétère en termes de perte de cellules endothéliales, mais perte qui est quasiment constante malgré tout. La complication classique de la chirurgie de la cataracte, ça reste la rupture capsulaire postérieure. Quand je me trimballe sur les marchés, j'entends « Ah, le chirurgien a raté ma cataracte ». Donc, rater la cataracte, il y a 2 causes. Il a rompu la capsule et donc on ne peut pas mettre l'implant de manière physiologique dans l'enveloppe du cristallin. Ou alors, il y a une infection post-opératoire. Heureusement, ces 2 complications se sont largement réduites au cours des dernières années. Alors, on m'a demandé de parler de chirurgie mini-invasive, ce qui a défini finalement le terme de chirurgie mini-invasive pour la phacoemulsification, c'est la taille des incisions, dont vous voyez ici la réduction relativement drastique, en passant des techniques intracapsulaires qui obligeaient à ouvrir l'œil de 10 à 12 mm à une incision qui est en moyenne aujourd'hui de 2,2 mm. Alors, cette incision réduite, elle est évidemment mini-invasive, elle a aussi un intérêt sur le plan optique, parce qu'elle va beaucoup moins déformer la cornée, donc moins créer d'astigmatisme post-opératoire, et donc la réhabilitation visuelle du patient est également accélérée grâce à cette mini-incision. Et je vais me concentrer maintenant sur les progrès de la phacoémulsification. Il faut bien comprendre que la phacoémulsification, finalement, c'est l'interaction de différents systèmes, dont 2 principaux. La création de ces fameux ultrasons avec cette pièce à main qui participe, qui est basée sur le système piézoélectrique grâce à des cristaux à l'intérieur de la pièce à main qui va nous permettre de délivrer ces fameux ultrasons de manière plus ou moins contrôlée et de plus en plus contrôlée ces dernières années. Associée à une pompe qui sert à irriguer d'une part et à extraire par aspiration le matériel cristallinien. Aujourd'hui, on peut dire que grâce à ces progrès, on est capable d'opérer tout type de cataracte, ce qui n'était encore pas vrai quand j'ai débuté mon internat il y a une vingtaine d'années, où on faisait encore des techniques dites extracapsulaires, sans machine, parce qu'on était trop délétère justement sur la cornée. Alors, je vais m'attarder sur les 2 systèmes. D'une part, le système fluidique, et puis ensuite, je vous parlerai de la délivrance des ultrasons. Le système fluidique, sa contrainte, c'est de conserver un équilibre entre les entrées donc de liquide nécessaires au maintien de l'œil versus les sorties de fluide qui nous permettent d'extraire et donc d'aspirer le cristallin. Dès qu'il y a un déséquilibre, eh bien, on comprend bien, on ne va pas réussir à maintenir les espaces, et la chambre antérieure peut se collaber et être source de complications, on comprend aisément. Et puis, ils ont un autre rôle, c'est de refroidir la fameuse pièce à main, parce que quand vous délivrez des ultrasons, il y a un certain taux de cisaillement et donc de l'échauffement. Et là aussi, il faut évacuer cette chaleur et le liquide qui passe en permanence dans l'œil y contribue largement. Alors, quelles évolutions? Bien, on est passé d'une perfusion d'un système dit de gravité. Autrement dit, la pression de perfusion qui rentrait dans l'œil était liée à la hauteur de bouteille à laquelle plaçait le chirurgien. Et donc, plus il voulait une pression de perfusion, plus il était obligé d'augmenter la hauteur de bouteille. Je me souviens aussi, lors de mon apprentissage, que dans certains blocs, on était même limité par la hauteur de plafond. Et que parfois, on touchait le plafond, on ne pouvait pas profiter d'une pression de perfusion maximale. En dehors de l'anecdote, c'était un système relativement grossier, puisque, en gros, ce qu'on devait retenir, c'est que 15 cm de hauteur de perfusion correspondait à 11 mm de mercure de pression de perfusion dans l'œil. On avait globalement une instabilité et on devait, si je dois le dire, travailler en surpression pour avoir une marge de sécurité. Et donc, on infligeait un traumatisme oculaire relativement important. Sont arrivés des systèmes fluidiques dits actifs, adaptatifs, et cette fois, c'est plus la gravité. Grâce à un système de plaques qui sert donc la fameuse poche qui nous sert à irriguer et qui comprime cette poche, on va pouvoir choisir la pression de perfusion. En choisissant cette pression de perfusion, elle va rester stable et donc beaucoup moins délétère pour l'œil. Nous ne sommes plus obligés de travailler en hyperpression, mais travailler à une pression qui est quasiment physiologique, puisque vous le voyez dans cet exemple, la pression de perfusion est réglée à 55 mm de mercure, là où on travaillait avant plutôt à 90-95. Nous avons ensuite une pompe, ça c'est ce qui nous sert à
retirer le matériel cristallinien. Deux pompes existent. La pompe dite péristaltique, qui, comme vous le voyez ici en termes de principe, consiste à une roue dentée qui va, grâce à des galets, appuyer sur une tubulure et donc créer un flux. Plus la roue tourne vite et plus le flux est important. Et l'aspiration, elle, ne vient que lorsqu'il y a une occlusion qui va faire monter le vide. Et donc, on a un flux qui est constant, mais un vide variable. C'est une pompe qui est relativement sécure, mais un peu moins efficace que le système dit Venturi, où cette fois, on a un vide constant et donc un flux qui, lui, il est moins. Donc, c'est une occlusion qui est très rapide et qui est plus réservée, on va dire, aux chirurgiens expérimentés. Les dernières machines, les plus optimales, combinent même les deux systèmes de pompe péristaltique et Venturi, parce que selon les phases de l'intervention, on peut avoir plutôt besoin d'une pompe péristaltique ou plutôt d'une pompe Venturi, notamment quand on retire le cortex et que nous n'avons plus besoin d'ultrasons, puisque le cristallin est lui-même émulsifié. Dans les contraintes qu'il faut bien appréhender, c'est l'effet qu'on appelle l'effet surge, c'est-à-dire que lorsque vous retirez le cristallin, l'occlusion se fait, le vide a tendance à monter, et puis lorsque vous allez délivrer vos ultrasons, le matériel cristallinien s'engouffre dans la sonde de phacoémulsification, et tout d'un coup, le vide se crée de manière drastique et très importante. C'est ce que vous voyez sur cette courbe qui représente cet effet surge, ce qu'on appelle à la rupture d'occlusion, à la délivrance des ultrasons, et lorsque le matériel cristallin, encore une fois, se rompt, eh bien, on a un vide drastique. Et ça, malheureusement, ça correspond à un affaissement de la chambre antérieure de l'œil, au risque de voir la capsule postérieure remonter et se fracasser sur la sonde US, et donc d'avoir cette fameuse complication de rupture capsulaire postérieure qu'on doit absolument éviter à tout prix. Alors, pourquoi je vous dis ça? C'est que, finalement, les firmes avec lesquelles on travaille n'ont cessé d'essayer de contrôler cet effet surge en maintenant une pression de perfusion intraoculaire constante, ce qui veut dire que les entrées étaient, elles, variables pour compenser cet effet surge, et que, comme vous le voyez ici, lorsqu'on avait une pression par gravité, on envoyait le maximum d'eau et malgré tout, la pression intraoculaire diminuait, donc on était obligé d'avoir une grosse marge. Et ici, à pression constante, lorsque le vide se fait, eh bien, la pression de perfusion augmente et c'est la machine qui finalement va compenser en augmentant l'irrigation pour éviter que la chambre antérieure ne s'affaisse sous l'effet du vide créé. Ces systèmes ne cessent d'évoluer, la dernière évolution étant que nous avons maintenant le capteur de pression dans la pièce à main, intégré dans la pièce à main, ce qui nous permet, dans la chambre antérieure, de voir exactement ce qui se passe et donc d'adapter quasiment en temps réel la pression de perfusion, alors qu'avant, le capteur était relié à la machine et on perdait finalement des millisecondes précieuses. Vous le voyez ici, l'effet de compensation capable, réalisé par les machines. Et donc, on voit que le vide est compensé par, ici, un effet inverse de la rotation. C'est un peu comme un système ABS. Quand il voit que le vide monte trop, il retourne la pompe en arrière et réinjecte de l'eau plutôt que de continuer l'aspiration. Alors, je vais vous passer le détail de cette méta-analyse parue récemment, en janvier 2023, qui compare les systèmes de gravité aux systèmes contrôlés, dites fluidiques adaptatives, et qui montre que dans tous les cas, c'est plus efficient, c'est moins traumatisant pour l'œil, plus économe en ultrasons, et donc finalement, ça n'a que des bénéfices et un meilleur contrôle par le chirurgien de ce qu'il veut faire. Notre équipe a récemment d'ailleurs publié l'effet du fameux capteur dans la pièce à main, et on a pu rapporter que lorsque le capteur est dans la pièce à main, eh bien, on gagne encore en temps de chirurgie, on gagne encore en précision et surtout, on est encore plus économe en délivrance d'ultrasons. Vous l'avez compris, notre obsession étant de délivrer le minimum d'énergie dans l'œil pour permettre donc de réaliser cette extraction du cristallin. Donc, les bénéfices cliniques sont multiples. Je suis passé sous silence ces hernies de l'iris qui arrivaient lorsqu'on avait des pressions de perfusion trop importantes. Le liquide passait sur l'iris et l'iris avait tendance à sortir de l'œil. Heureusement, on ne voit plus ça. Et puis, il y a un confort aussi supplémentaire pour le patient parce que lui ne va plus ressentir cette colonne d'eau qui lui tombait dans l'œil, il n'y a pas d'autre terme, avec une pression qui est beaucoup plus physiologique. Voilà pour les fluides. Un mot sur la gestion des ultrasons pour vous rappeler le principe de cette phacoémulsification qui est basé sur l'effet dit mécanique marteau-piqueur, on le comprend très bien avec ce va-et-vient de l'embout de la tête de phacoémulsification, mais pas seulement. Il y a un autre effet qui est dit d'énergie de cavitation. C'est lorsque la sonde se retire, elle va créer par dépression du gaz
qu'elle va comprimer lorsqu'elle revient sur le matériel cristallinien. Et c'est l'explosion de ces petites bulles de gaz qui va avoir un effet émulsifiant. Le problème de ça, on le comprend bien avec le marteau-piqueur, c'est qu'à chaque fois que vous tapez sur le noyau, vous avez tendance à le repousser. Il y a ce qu'on appelle un effet rebond qui est complètement délétère parce que tant que vous n'êtes pas en contact avec votre matériel cristallinien, finalement, vous allez dissiper de l'énergie pour rien. Et donc, abîmer votre cornée, endommager les cellules endothéliales alors que vous n'avez aucune efficacité. Et globalement, sur un mode continu d'ultrason, le temps de contact avec le matériel cristallin est au maximum de 50%. Donc, je vous dis ça pour que vous compreniez parfaitement que l'industrie n'a eu de cesse d'améliorer ce temps de contact. Et pour améliorer ce temps de contact, elle a diminué finalement les phases d'ultrason au profit de phases de repos qui permettent à la sonde de ne plus bouger et de rentrer en contact à nouveau avec le matériel cristallinien. Donc, pour être efficace, la phacoémulsification doit travailler entre 35 et 45 kHz. Ça veut dire en une seconde 4000 allers-retours globalement de cette sonde. Et le seul réglage qui est à la disposition du chirurgien, c'est la course du va-et-vient, puisque nous, on peut régler nos ultrasons de 10% à 100% globalement, quand on est à 100%. Le débattement, si vous voulez, est à notre disposition, alors que la fréquence, elle est conditionnée par la machine que nous aurons sélectionnée. Donc, nous travaillons avec une pédale sur laquelle on va appuyer et qui nous permet de délivrer les ultrasons en position 3. On a une première position qui est celle de l'irrigation, une deuxième position qui est celle de l'aspiration et une troisième position. Donc là, vous le voyez sur ce schéma, plus on enfonce, plus on va délivrer les ultrasons. Donc, c'est finalement la chirurgie de la cataracte qui est souvent banalisée parce qu'elle ne dure pas très longtemps, est une chirurgie qui demande 3 à 4 ans d'apprentissage à nos internes pour être parfaitement maîtrisée avec un faible taux de complications. Un exemple des brûlures cornéennes observées ici lors de la délivrance des ultrasons, puisque la sonde phaco, elle passe dans un tunnel cornéen et le cisaillement, ce va-et-vient, risque de brûler la cornée, notamment si vous avez un problème d'irrigation. Voici comment on a résolu le problème de ce manque de communication entre la sonde et le matériel cristallinien. On a augmenté les temps de repos, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le duty cycle, c'est-à-dire le temps de contact, le temps d'ultrason sur les temps de repos. Et on divise l'un et l'autre pour savoir à peu près à combien on travaille. Et la plupart d'entre nous, on ne dépasse pas 50%, c'est-à-dire qu'on délivre 50% d'ultrason, on repose la sonde US pendant 50% et on redélivre 50% d'ultrason. Ça a aussi des avantages en termes de dégagement de chaleur, puisqu'on brûle beaucoup moins les cornées grâce à ça. Alors, on va ensuite faire la somme de tous les ultrasons, de toute l'énergie qu'on a utilisée pour émulsifier le noyau. C'est ce qu'on appelle l'effective phaco time. C'est un terme anglais car universel, le PT. Et c'est ce qui nous permet finalement, grâce à nos diverses customisations de nos ultrasons, d'avoir quelque chose de commun pour pouvoir comparer l'énergie délivrée d'une machine à l'autre ou d'un patient à l'autre. La dernière innovation, eh bien, l'industrie a compris, comme je vous l'ai dit, que ces ultrasons longitudinaux avaient un petit côté délétère, repoussant du matériel cristallinien. Et ils ont eu l'idée de faire des ultrasons selon un mode, cette fois, plus longitudinal, mais torsionnel, c'est-à-dire en forme de rabot, un peu sur le principe du rasoir, ce qui fait qu'il n'y a aucun effet rebond et l'aspiration va permettre d'avoir un temps de contact à 100%. Donc, c'est vraiment quelque chose qui permet de réduire, vous l'avez là, la canule schématisée, l'énergie délivrée et de réduire les œdèmes cornéens et donc probablement les cellules détruites par la phacoémulsification. Voici quelques exemples d'interfaces. Vous voyez qu'il y a même des machines où on peut choisir entre le mode longitudinal ou torsionnel, le combiner. Un des inconvénients du mode torsionnel est qu'on a plus de mal à évacuer le tissu cristallin, alors que dans le mode longitudinal, le côté va-et-vient nous permet de favoriser l'extraction du matériel cristallinien. Alors évidemment, je ne vais pas vous exposer tout ça cet après-midi, nous n'aurions pas le temps, mais parallèlement à ces progrès de machine, nous avons évolué en termes de technique, et ce qu'on appelle la technique CHOP a été permise grâce au progrès des machines de phacoémulsification, notamment des pompes et de cette stabilité de chambre antérieure. Pendant très longtemps, on a pratiqué la cataracte par ce qu'on appelle le divide and conquer. On faisait une croix, on cassait notre morceau en 3, alors que maintenant, la plupart des chirurgiens utilisent des techniques CHOP, c'est-à-dire qu'on ne va plus creuser, donc on est économe en termes d'ultrasons, et grâce à la puissance, à la régularité des pompes, on peut, comme vous le voyez ici, un peu comme un bûcheron,
finalement sectionner le matériel cristallinien en plusieurs morceaux sans avoir besoin de creuser le cristallin. Et donc, c'est évidemment plus économe, comme vous pouvez le voir sur ces schémas à côté. Ensuite est arrivé le laser. Alors, comme le disait ma collègue tout à l'heure, il n'y a pas une semaine où un patient ne me dit pas « Mais docteur, vous allez m'opérer au laser, j'espère ». Parce que pour eux, ophtalmologie égale laser. Et quand je leur dis « Non, madame, ça sera, ou monsieur, ce ne sera des ultrasons », je vois toujours une mini-déception dans l'œil de mon patient qui dit « Ce chirurgien, il a fait une bonne réputation, mais il n'est pas à la pointe ». Et alors, en fait, le laser dans la chirurgie de la cataracte a été essayé, on va dire, nous a même été presque imposé par l'industrie, parce que l'industrie s'est dit, mais on va faire comme la chirurgie réfractive, on va mettre des lasers dans les blocs opératoires, donc ça va prédécouper l'œil du patient, le chirurgien n'aura plus qu'à suivre les pointillés que le laser aura découpés, et puis nous, à chaque procédure, on pourra demander le tarif qu'on veut pour changer l'embout, pour connecter notre patient à la machine. Eh bien, raté, parce que un petit peu sur la réflexion que je faisais au début de l'exposé, notre phacoémulsification était tellement mature que quand le gouvernement nous a donné quelques millions d'euros pour nous dire ça marche vraiment le laser ou pas, et donc il y a 5 CHU français qui ont bénéficié de ce STIC, donc un soutien aux technologies innovantes et coûteuses, qui était subventionné par le gouvernement, et on a malheureusement démontré qu'il n'y avait aucun bénéfice à l'utilisation du laser. On ne s'est pas fait que des amis, vous imaginez bien. Mais néanmoins, pour l'instant, il va revenir, je pense, à travers la robotique, à travers tout ce qu'on a dit. Mais pour l'instant, le femtolaser est rangé dans les placards et on ne l'utilise plus. Donc, en conclusion, la phacoémulsification reste la technique de référence en chirurgie de la cataracte. Notre micro-incision sans suture, je n'ai pas incité là-dessus, mais on ne fait plus de suture grâce à une tunnelisation cornéenne. Permet d'implanter des optiques de manière de plus en plus précise. Et donc, on compense non seulement les amétropies, mais maintenant, très souvent, la presbytie. Et donc, on a une chirurgie qui est mini-invasive et également réfractive, ce qui permet même d'augmenter nos indications de chirurgie du cristallin clair. Donc, on opère des patients qui n'ont même pas la cataracte, mais qui bénéficient aussi de phacoémulsification et de la pose de ces implants. Alors, il reste quelques défis au XXIe siècle, notamment la prise en charge de la cataracte qui reste malheureusement à l'échelle du globe la première cause de cécité dans le monde, avec 20 millions de personnes aveugles par cataracte, des cécités totalement réversibles. Et puis, on ne peut pas non plus ne pas se pencher sur le développement durable, parce que vous n'imaginez pas le nombre de sachets que j'ouvre et de matériel nécessaire pour réaliser une intervention qui dure maintenant effectivement 10 à 15 minutes. Et donc là, avec du matériel qui vient de toutes les parties du globe, là, il y a une vraie marge d'amélioration de ce point de vue-là aussi. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au docteur Rosenbaum. Alors, merci beaucoup, Dominique. Donc, bien sûr, tu nous as montré tous les perfectionnements de cet appareil fantastique qui est le phacoémulsificateur. Alors, c'est vrai qu'on se rend compte, nous qui avons connu les phacoémulsificateurs au début, les appareils maintenant avec les perfectionnements sur le réglage de la perfusion des ultrasons, ont changé quand même une chose quand même très importante quand on opère. C'est qu'au début, on était un peu méfiant sur les réactions notamment les effets surge, etc. On était un petit peu méfiant. Et maintenant, on opère avec beaucoup plus de tranquillité parce qu'on a parfois la sensation de se fier au fonctionnement de l'appareil, en particulier sur la régularisation de la tension oculaire qui va nous mettre la capsule à distance, etc. Et ça, c'est vraiment dans des cas difficiles où on a une mauvaise visibilité, c'est très, très important d'avoir justement cette fiabilité. C'est le commentaire que je voulais faire. Alors, par ailleurs, tu as parlé du système qui permet de régulariser la tension. Ça me paraît très intéressant. Alors, j'avais parlé tout à l'heure de l'imagerie qui pouvait être couplée, parce qu'effectivement, quand on opère maintenant, on a deux problèmes. Hein. C'est soit la chambre antérieure étroite, proche de la cornée, ou soit la personne qui a une zonule laxe, et quand on va passer la perfusion, on va entendre il va sentir un petit quelque chose. Et c'est vrai qu'on se dit à ce moment-là, ce serait bien d'avoir un petit peu moins de perfusion. Donc, d'où l'imagerie. Que penses-tu de l'évolution, de ces évolutions-là? Alors, tu as absolument raison sur la confiance qu'on porte à nos machines. C'est un effet délétère, c'est que nos jeunes collègues qui apprennent la chirurgie ne s'occupent plus des réglages de leurs machines. Et j'allais dire même, ne comprennent pas tout à fait ce que c'est qu'un phacoémulsificateur, comment il marche, ce qui est plus grave. Parce que dans les cas standards, finalement, même sans régler, en utilisant les pré-réglages de l'industrie, on va s'en sortir. Mais lorsque tu vas opérer, tu l'as dit, des patients qui ont des déficits zonulaires ou des cataractes un petit peu plus compliqués, l'adaptation des réglages de la machine au cas particulier du patient qui a une comorbidité chirurgicale
devient très compliqué pour nos jeunes collègues. Donc c'est toujours, dès qu'il y a des automatismes, c'est un peu le Paris-Rio. Hein. Vous savez que dans le Paris-Rio, il y a pas le chirurgien, mais il y a beaucoup d'analogies. Le pilote est ce qu'on appelle accro à ces automatismes. C'est-à-dire que finalement, petit à petit, il oublie comment on pilote un avion. Et ça lui demande un effort incroyable. Lui, son rôle, c'est d'appuyer sur les bons boutons, mettre le pilote automatique au bon moment. Et finalement, c'est ça son métier. Mais quand on le sort de sa zone de confort, eh bien, et c'était le cas dans le Paris-Rio, si vous mettez deux jeunes, finalement, n'ont jamais vraiment appris à piloter sans l'automatisme, mais ils vont avoir beaucoup, beaucoup plus de mal à comprendre et à rectifier la situation. Professeur Benamou. Oui, je voulais d'abord, je suis toujours épaté par les topos de Dominique Monet parce qu'il nous fait comprendre des choses difficiles et en même temps voir le bond en avant d'innovation qui a été fait dans ce secteur de la chirurgie de la cataracte. Mais il y a un secteur que tu n'as pas pu évoquer parce que ce n'était pas ton sujet, c'est l'implant. Oui. Et c'est l'aventure des gels viscoélastiques qui ont permis la transformation de la chirurgie de la cataracte. Parce que quand on a mis des implants sans gel viscoélastique, c'était impossible. C'était une vraie catastrophe. Les collègues américains qui se sont lancés dans cette chirurgie étaient traités de fous, de dangereux criminels. Parce qu'il y avait... Et donc, il a fallu que, je ne sais pas par quel hasard, un collègue américain et un autre d'Amérique du Sud ont trouvé que si on utilisait l'acide hyaluronique sous forme de gel visqueux, ça transformait, on le mettait dans le sac et ça permettait la tolérance de l'implant. Absolument. Mais ça veut dire que cette chirurgie de la cataracte, c'est un exemple extraordinaire de l'innovation technique et du savoir-faire des chirurgiens qui ont imaginé finalement ces évolutions-là. Absolument. Et des progrès de l'imagerie, des microscopes. C'est vraiment des progrès dans tous les domaines sur une chirurgie qui est très technologique, effectivement. Et ça mérite vraiment d'être très valorisé. Et je pense que l'action actuellement de Jean-Pierre Rosenbaum au sein de l'Académie de chirurgie pour mieux nous faire connaître à tous les apports de l'ophtalmo dans les évolutions, la transformation chirurgicale qui a lieu actuellement, ça nous apprend à tous et c'est vraiment une histoire merveilleuse. Tout à fait. Je pense qu'une des grandes valeurs de l'Académie, c'est cette transversalité qui est absolument fantastique et on apprend beaucoup. Et moi-même, j'apprends beaucoup en voyant toutes les autres disciplines. C'est absolument fantastique. Je ne suis pas ophtalmo et quand j'ai entendu Gérard Mourou dire, le père du femtoseconde, ouais, dire qu'il n'était pas ophtalmo, mais que finalement c'est devenu l'ophtalmo le plus célèbre de la planète, c'était assez intéressant. Tout à fait. Et je n'ai pas insisté, mais c'est vrai que la chirurgie de la cataracte, pour aller dans votre sens, est une chirurgie qui préserve de la dépression, augmente l'espérance de vie, diminue les accidents de la vie quotidienne, les fractures de hanche même. Désolé pour mes collègues orthopédistes. Donc, ça a beaucoup, beaucoup de bienfaits, autres que la vue directement. Autre chose, Dominique, tout à l'heure, tu as évoqué le Finto, le flax, la technique Finto laser. Et alors, c'est l'archétype de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que la technologie, moi je me rappelle, j'avais fait partie des gens qui étaient interviewés quand cette technologie n'était pas encore arrivée. Qu'est-ce qu'on peut en faire et quel va être vraiment l'intérêt de cette technique? La technique était déjà là et l'objet, c'était de savoir comment on allait pouvoir la valoriser par rapport au Finto et justifier justement le surcoût. Alors, on a essayé le capsulo, etc., faire un capsulo-exercice régulier, etc. Mais alors, là, parfois, c'est un peu le décalage qu'il y a entre l'innovation et son application. Alors, le Finto, donc je pense aura sa place quand on fera de la robotique. Je ne sais pas, qu'en penses-tu? As-tu une réflexion sur ce sujet-là? Alors oui, le femto est indispensable dans la robotisation, ça c'est certain. Je vais dire qu'il y a surtout eu un contretemps. Quand je regarde dans le rétroviseur, si le femto laser était arrivé au début des années 2000, quand les chirurgiens avaient du mal d'ouvrir la capsule, quand les taux d'intervention, les durées d'intervention étaient plus proches de 3 quarts d'heure que de 10 minutes, le femto laser serait vite devenu indispensable. J'en suis convaincu. Le taux de succès du femto laser, c'est 94,7%. Le taux de succès de la main de l'homme à travers nos critères était de 94,5%. Autrement dit, notre chirurgie était trop bonne pour que le laser nous apporte quoi que ce soit. Donc, il y a eu un décalage de temps. Il est arrivé un peu trop tard, en fait, probablement. Très intéressant, très intéressant comme réflexion. Je vais demander au professeur Monet de se joindre à nous.